juste reconnaître, euh, j'aimerais commencer par reconnaître qu'on est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur laquelle nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke fut aussi un lieu de rencontre diplomatique entre plusieurs Premières Nations. Aujourd'hui, ces terres sont la maison de diverses populations autochtones et d'autres personnes. Nous reconnaissons que nous sommes situés sur un terrain ayant été un lieu de créativité humaine et de partage de comptes pendant des milliers d'années et nous sommes reconnaissants de pouvoir y créer, collaborer, jouer et travailler. Donc, merci beaucoup pour être avec nous cet après-midi. Donc, dans le fond, je vous ai expliqué un peu c'est quoi l'événement de ce soir. Donc, dans le cadre de la COP26, on a une délégation de jeunes et de membres de société civile qui ont assisté à des activités de le dialogue pour le climat. Pendant ces 2 semaines, ils ont eu des rencontres intersectorielles virtuelles, donc une programmation portée par des groupes de la société civile, vraiment visant à démontrer un consensus sur le besoin de rehausser l'ambition climatique pour répondre aux objectifs de l'accord de Paris. Finalement, cette délégation a colligé des doléances et des recommandations, puis ce soir, ils et elles vont nous présenter le fruit de leur travail collaboratif afin d'exprimer et de faire entendre leur voix auprès des élus politiques et membres universitaires influents du Québec et du Canada. L'objectif de ce soir, c'est vraiment de partager et faire valoir les voix des jeunes et leurs priorités en matière d'action climatique, de mettre en lumière les éléments oubliés de la COP26 et les préoccupations des générations futures, puis vraiment créer un dialogue sincère entre les personnes décisionnaires présentes et les membres de la délégation. Donc, dans la diapositive que vous voyez en ce moment, on a les 20 membres de la délégation, puis on tient vraiment de vous remercier pour le travail énorme que vous avez fait ces 2 dernières semaines. Donc, merci pour tout ce travail. C'est vraiment important de toujours participer à ces sortes d'événements, puis vraiment de faire entendre votre voix. Et dans le fond, dans la diapositive suivante, nous allons retrouver les personnes de position de pouvoir que nous allons ce soir présenter. Donc, tout d'abord, l'honorable Rosa Galvez, sénatrice du Canada pour le Québec. L'Alexandre Boulris, député fédéral pour Rosemont-la-Petite-Patrie. On a Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université de Concordia. On a Sophie Damour, rectrice de l'Université de Laval. On a également Émilise Lessard-Terrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. On a Christina Michaud, députée d'Avignon-La Matapédia. J'espère que j'ai bien prononcé votre circonscription. Puis finalement, nous avons Sylvain Gaudreault, député de Jonquière. Donc, merci énormément d'être parmi nous. Donc, je vais commencer par donner parole à Geneviève Gaël, qui est la coordonnatrice de l'engagement du public à Oxfam Québec, et Alexandra Nadeau, qui est responsable de la délégation des générations futures pour Oxfam Québec, qui vont vous présenter le travail préalable qui a mené à la co-rédaction des recommandations des générations futures. Donc, je vous donne parole. Oui, merci beaucoup, Ashley. Donc, vous savez que depuis 2019, la jeunesse puis la société civile se préparent à la 26e conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Et par ces 10 années d'expérience, le collectif de la société civile québécoise COP26, qui est une initiative des YMCA du Québec, en partenariat avec la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, le réseau Action Climat Canada et Oxfam Québec, a formé un collectif d'une centaine de personnes par une série de 16 webinaires qui ont porté sur les concepts de base, sur les conférences des parties et l'accord de Paris, mais aussi sur différents aspects de la lutte au changement climatique, que ce soit entre autres les femmes, les jeunes, la coopération internationale, le monde du travail, les peuples autochtones, la transition juste, la finance responsable, la tarification de carbone, et puis j'en passe. Donc, ça s'est vraiment fait là, sur une durée de 2 ans environ. L'objectif était de contribuer à développer une citoyenneté active pour renforcer la société civile au Québec, mais aussi d'engager les jeunes Québécoises et Québécois sur les questions de changement climatique, notamment en les accompagnant pendant 8 jours à la conférence des parties à Glasgow.
Dans ce cadre-là, Oxfam Québec a accompagné un groupe de jeunes qui a réalisé 4 laboratoires numériques pour former, soutenir et puis accompagner les membres du collectif dans la réalisation de plusieurs plans d'action de mobilisation et d'influence en matière de justice climatique. Entre autres, il y a une rédaction de plaidoyer sur les technologies vertes qui a été créée, un panel jeunesse sur les enjeux du changement climatique dans les pays du Sud qui a été réalisé, et puis bon nombre d'autres initiatives. Ces 4 laboratoires se sont faits au printemps et cet été. Donc, dans un contexte pandémique, bon, vous voyez que le collectif de la société civile québécoise n'a pu se rendre à Glasgow, comme vous pouvez le constater, hein, pour des raisons de santé publique. Mais c'est dans la programmation des dialogues pour le climat que les plans d'action de mobilisation et d'influence qui ont été développés au sein des 4 laboratoires numériques qui ont été mis en œuvre, notamment la création de 7 délégations des générations futures. Merci Geneviève Gaëlle. Puis parlant de cette délégation des générations futures, moi en fait, je suis Alexandra Nadeau, j'ai eu le plaisir et le privilège de participer à la coordination de toutes ces belles personnes qui se sont impliquées depuis les dernières semaines de manière très passionnée et sincère pour justement réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire pour agir face à l'urgence climatique. Ils vont bientôt prendre la parole, on va leur laisser tout l'espace. Juste quand même dire que c'est 24 personnes au total qui ont été impliquées dans cette délégation-là, qui ont participé tout au long des dialogues pour le climat, aux diverses activités, qui ont pris des notes, on s'est rencontrés, on a eu des échanges de brainstorm pour penser aux recommandations, on a co-rédigé ensemble le plaidoyer, on a fait beaucoup d'étapes en peu de temps, et pour tout ça, moi, je peux juste prendre une seconde ou deux pour vous remercier sincèrement de ce travail-là bénévole, sincère, comment dire, engagé que vous avez fourni durant les dernières semaines et qu'on continue de fournir. Ce n'est qu'un début. Donc voilà, sans plus vraiment attendre, comme je disais, on a eu beaucoup d'étapes. Et ce qu'on va vous présenter, en fait, ce que les jeunes et les personnes qui font partie de la délégation vont vous présenter, ce sont les recommandations qui sont le fruit de toutes ces semaines de travail. Juste pour vous mettre en contexte, on en avait 65 et on a fait un processus assez difficile, mais nécessaire d'en choisir 6 prioritaires. On va aussi partager tout ce qui a été comme brainstormé, donc les 65 recommandations seront éventuellement partagées. Aujourd'hui, on va se focusser sur les 6 prioritaires. Et simplement pour conclure, pour dire que ce sont des recommandations qui ont été faites avec beaucoup d'informations, de conscience, d'informations pour backer aussi tout ce qu'on avance. Donc, elles sont légitimes, elles sont nécessaires, c'est la voix de la société civile québécoise, canadienne. On a d'autres personnes qui sont à Toronto et à Vancouver aussi dans la délégation. Puis, on espère sincèrement que vous allez accueillir ces recommandations-là avec sérieux puis avec intérêt parce que vraiment, la jeunesse, c'est la société civile québécoise, tient à faire partie de la conversation quand on parle d'agir face à l'urgence climatique. Alors, sur ce, merci beaucoup d'être là, puis je repasse la parole à Ashley. Merci, Alexandra. Dans le fond, on va voir une présentation des cahiers de doléances qui ont été une inspiration à la co-rédaction des recommandations qui seraient présentées par la suite. Donc, on a les membres des COTEC parmi nous, dont Lila Vernet, Marion Bonnet, Anne Hamon et Quentin Léam. Donc, je vais donner la parole à Lilou Vernet qui va nous présenter plus de détails sur c'est quoi les cahiers de doléances. Donc, je te donne la parole. Merci. Du coup, moi, c'est Lilou. Puis, en fait, Alexandra disait que ce n'est qu'un début, cette délégation-là. Puis, je voulais vous présenter justement la suite du projet, puis ce qui a inspiré le projet un petit peu. C'est les cahiers de doléances de la génération future. D'abord, je vais dire que moi, je suis une membre de l'Ecotech, qui est le regroupement étudiant qui a collaboré avec Oxfam pour aboutir à ce projet-là, tout comme Anne Hamon-Martinez, Marion Bonnet et Quentin Lehmann. On est un regroupement étudiant qui cherche à intensifier l'implication étudiante environnementale par le biais de projets collaboratifs et participatifs, donc un petit peu à l'image de celui-là, finalement. D'abord, pour faire une petite présentation, qu'est-ce que c'est que les cahiers de doléances et de recommandations des générations futures ? Alors, les cahiers de doléances, ce sont des cahiers qui réunissent les recommandations, plaintes et souhaits qui auront été rassemblés au sein de la délégation Génération Future, donc les recommandations que vous allez entendre là, mais aussi des recommandations et des doléances qui ont été récoltées à travers le Québec, à travers le Canada et même ailleurs.
En fait, ces cahiers, ils veulent rappeler au gouvernement qu'ils doivent respecter le principe de responsabilité envers leurs citoyens et surtout envers les générations futures. Le terme génération future est utilisé à tout va dans les discours politiques et les événements comme la COP26, quand on parle d'agir contre l'urgence climatique. Donc, on pourrait croire qu'on serait écouté ou bien pris en compte. Pourtant, on n'a pas l'impression que c'est le cas, et surtout au vu de l'importance de la crise et parallèlement du manque d'ambition politique face au changement climatique, comme en témoigne malheureusement la COP26, nous n'avons pas l'impression que notre avenir est pris en compte. Ainsi, nous souhaitons rappeler que ces fameuses générations futures, qui ont l'air si importantes en théorie, sont plus qu'une expression rhétorique sans sens. Nous existons déjà et nous souhaitons nous manifester. Donc voilà le but de cette tribune et ensuite des cahiers de doléances qu'elle va alimenter, amplifier la voix des générations futures. Les cahiers ont été largement inspirés de la définition du mot doléance. Donc en fait, une doléance, c'est une plainte orale ou écrite qui a pour but d'obtenir réparation ou seulement de faire connaître un malheur ou une injustice ou une infortune. Et en fait, nos doléances, c'est exactement ce qu'elles font. Elles exigent la réparation de la crise climatique et témoignent de l'injustice de cette crise pour les jeunes. Les recommandations que vous entendez aujourd'hui et les cahiers représentent nos espoirs, nos visions. Mais plus qu'un recueil de plaintes, les cahiers des générations futures sont une proposition pour une transition qui respecte les principes de justice climatique. Nous disons bien réalistes, car ce que nous demandons va au-delà de l'ambition. Il s'agit de prendre les mesures nécessaires à la préservation de notre avenir à toutes et à toutes. En plus des recommandations de la délégation, nous essayons de récolter des doléances à travers le Québec et le Canada afin de mieux représenter les générations futures et en fait toute la population, toutes ceux et celles qui veulent y participer. En effet, ça nous tiendrait à cœur de pouvoir récolter un maximum de visions afin de mieux représenter justement toutes les façons qu'on pourrait avoir d'aborder cette crise et d'aborder la transition et toutes les façons dont la crise climatique peut impacter les personnes. Parce que la crise climatique exige des actions radicales. Peut-être que l'utopie qui va être présentée dans ces tribunes, qui va être présente dans les cahiers, n'est pas une si mauvaise idée. Peut-être que même ce sont ces visions qui pourront apporter comme des fractions de solution, de la solution qu'on doit construire face à la crise climatique. Donc, tout le monde peut écrire une doléance, c'est-à-dire une plainte, un souhait ou une recommandation, via le site des Dialogues du climat et la page des délégations Générations Futures, qui est sur le site des Dialogues du climat. Et comme a dit Alexandra, tout ça à la tribune, ce n'est qu'un début, parce qu'avec le cahier le cahier de doléances des générations futures, on va continuer de récolter des doléances même après la tribune, afin d'étoffer le cahier. On diffusera ce cahier au plus grand nombre parmi la société civile comme parmi les décideurs et décideuses, et on réalisera ensuite des activités de mobilisation pour promouvoir les cahiers qui représenteront les visions de la transition des générations futures. Donc, à tous ceux et celles présentes aujourd'hui, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller écrire votre propre recommandation, votre propre doléance, votre propre souhait, donc à travers la page, je le rappelle, pour que ça puisse être pris en compte dans le cahier et que votre voix soit amplifiée, comme ce qu'on essaye de faire en ce moment avec la voix des générations futures à travers la délégation. Donc, au nom de l'Écotech, je veux encore aussi remercier Oxfam Québec et surtout remercier les membres de la délégation qui ont répondu à l'appel, mais aussi les décideuses, les décideurs qui ont répondu à nos invitations et d'être ici pour nous écouter. Puis merci et bonne tribune. Merci, Lilou. Donc, maintenant, comme Alexandra nous avait mentionné, on va avoir une présentation d'un résumé de 6 parmi les 65 recommandations prioritaires de la délégation. Donc, pour commencer cette présentation, je vais donner la parole à Lise qui va vous donner la première recommandation. Bonsoir, merci beaucoup Ashley. Je vais commencer la première recommandation qui est sur la finance et nous souhaitons ce que les subventions versées au secteur générateur de gaz à effet de serre soient rendues publiques et procéder à la suppression de ces subventions en veillant à transférer les subventions des secteurs générateurs de gaz à effet de serre, les énergies fossiles par exemple, vers les entreprises et projets positifs pour le climat et la nature. Et aussi, nous souhaitons à ce que le secteur économique et l'octroi de financement public soient réformés pour que soient favorisées les solutions de finances climatiques vertes et bleues. Nous souhaitons aussi mettre en place une liste d'exclusion des secteurs et entreprises dont l'activité est défavorable au climat et à la biodiversité.
Nous souhaitons aussi assurer la transparence des financements des partis politiques pour pouvoir identifier les montants provenant des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Et enfin, nous souhaitons à ce que les secteurs bénéfiques pour le climat et la biodiversité soient subventionnés en priorité, par exemple la foresterie durable, l'agriculture durable, l'écotourisme ou les technologies vertes. Merci. Merci. Maintenant, Valentine va nous présenter la deuxième recommandation. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Alors, s'agissant de la justice climatique, il nous a semblé important d'exercer un leadership en matière de finances climatiques internationales, et tout ceci en s'assurant de, premièrement, rehausser le financement de l'action climatique à hauteur de la juste part du Canada et du Québec, et de respecter la promesse de financement par les pays du Nord de 100 milliards de dollars par an dès 2021, afin de promouvoir la justice climatique et de participer au financement des pertes et préjudices des pays vulnérables et des victimes du changement climatique. Secondement, dédier des sommes équivalentes et complémentaires aux pertes et préjudices et les mettre rapidement à disposition des pays victimes des impacts du changement climatique. Et enfin, troisièmement, contrôler les applications concrètes et l'utilisation de ces fonds pour éviter qu'ils ne servent à d'autres fins et ne fassent l'objet d'éco-blanchiment ou de fraude. Parfait, merci Valentine. Maintenant, Blandine. Bonjour à tous. Concernant la consommation et nos modes de vie, nous voulons sortir d'un modèle qui encourage à la consommation et la production sans limite, qui encourage l'exploitation sans limite de nos ressources planétaires. Pour cela, il nous semble primordial d'adopter des mesures politiques qui favorisent la sobriété des modes de production et de consommation. Nous souhaitons en particulier interdire l'obsolescence programmée des produits, bannir les pratiques publicitaires qui incitent à la consommation des produits les plus énergivores et les plus polluants, tels que les véhicules énergivores. Nous voulons augmenter les taxes sur les produits de consommation qui ont une grande empreinte carbone. Nous voulons aussi promouvoir les circuits courts de production et faciliter l'accès à l'achat local, biologique et équitable. Pour cela, des subventions doivent être allouées aux entreprises qui facilitent ces pratiques. Il faut aussi promouvoir la consommation responsable auprès de la société québécoise en général. Enfin, pour faciliter la transition vers des modes de production et de consommation plus responsables, nous pensons que l'économie circulaire est un excellent levier et qu'il faut promouvoir la circularité à travers tous les secteurs de l'économie et toutes les étapes de la chaîne de valeur. Merci, Blandine. Maintenant, Nicolas. Bonsoir tout le monde, merci de vous consacrer un petit peu de temps et de toute votre attention. Ma recommandation porte sur la nature et les écosystèmes. En concertation avec les Premières Nations, Métis et Inuits, et dans le respect des droits ancestraux et des traités établis, jeton donner un droit et une personnalité juridique à tout élément, partie ou ensemble de la nature jugé pertinent, qu'il s'agisse des biomes, des écosystèmes, des espèces et des habitats, des rivières, des lacs et ou des montagnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Maintenant, Agathe. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Donc, la 5e recommandation porte sur les villes et l'espace bâti. Nous semble vraiment essentiel de verdir les quartiers les plus minéralisés, de créer des espaces verts urbains accessibles en vue de réduire les disparités socio-économiques qui existent en matière de santé. Et ceci en s'assurant de travailler dans une démarche de co-création avec les organismes communautaires, avec les populations concernées, y compris celles qui sont démesurément affectées par les changements climatiques, d'imposer une limite sur les loyers afin d'éviter la gentrification verte suite aux initiatives de verdissement, d'instaurer des mécanismes de suivi et de financement continu afin d'assurer la pérennité des actions de verdissement, et finalement de planifier nos villes en matière d'aménagement et d'urbanisme de façon à respecter une approche qui est consciente, démocratique, éco-responsable et à l'échelle humaine, tout en favorisant la création de milieux de vie sains et le développement d'un tissu social et communautaire fort. Merci. Merci, Agathe. Et maintenant, Quentin. Alors, la dernière et 6e recommandation concerne l'éducation.
Il s'agit donc ici de mettre en place une éducation écocentrique, démocratique, décoloniale et inclusive, qui permet en 3 points de faciliter et encourager l'engagement citoyen des jeunes et des étudiants et étudiantes pour les causes sociales et environnementales, afin de faire des primaires, secondaires, cégep et universités des acteurs moteurs de la transition en reconnaissant, finançant et créditant cet engagement. Il s'agit aussi d'intégrer de façon formelle dans les curriculums scolaires l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté et à la citoyenneté mondiale, ainsi qu'une éducation sur l'histoire des Premières Nations, Inuits et Métis en collaboration avec ces derniers et ces dernières, et ce, de la petite enfance au niveau les plus élevés, tout en donnant aux enseignants et enseignantes les connaissances et les moyens pour ce faire. Finalement, il s'agit aussi de réaliser cette éducation relative à l'environnement et à la citoyenneté mondiale dans toutes les sphères de la société et non pas seulement à l'école, en visant particulièrement les élus de l'ensemble des paliers gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des décideurs, décideuses qui ont de l'influence sur notre avenir collectif. Je vous invite aussi à aller retrouver tout l'ensemble de ce plaidoyer, donc tout ce qu'on vient de lire dans la discussion, il va être partagé à cette fin, à l'instant, par Alexandra. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc maintenant, on va avoir une période de dialogue, dans le fond. Le but, c'est de faire des échanges entre les personnes décisionnaires qui sont présentes cet après-midi et les jeunes et les membres de la délégation, dans le fond. Sous forme de questions, il va y avoir 3 questions qui vont être posées aux décisionnaires par les membres de la délégation. Je tiens à vous rappeler de vraiment garder vos réponses 2 minutes, s'il vous plaît, aux décisionnaires, juste pour donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer puis qu'on puisse avoir la chance de toutes voir les questions. Donc, la première question qui est dirigée à Alexandre Boulris et Christina Michaud, qui va être posée par Oswaldo. Tu peux y aller. Merci beaucoup. Donc, la question est, les pays et communautés les moins pollueurs sont souvent les plus pénalisés en termes d'impact lié au changement climatique. Quelles décisions et plans d'action comptez-vous mettre en œuvre pour assurer une plus grande justice envers les communautés plus vulnérables aux aléas climatiques tels que les membres des Premières Nations et Inuits du Canada, les communautés racisées ou encore les pays sud-globales? De quelle façon comptez-vous rallier vos collègues des autres partis pour faire front commun sur cet enjeu? Que mettrez-vous en place dans les prochains mois en ce sens? Donc, Alexandre, vous pouvez prendre parole. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour tout votre travail formidable, pour votre implication. C'est vraiment beau à voir. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. À répondre à cette question-là en 2 minutes, vous voyez, je m'avais déjà parlé vite. C'est une question qui est fondamentale dans la justice globale. Les pays qui sont en voie de développement veulent être capables de rattraper notre niveau de vie et c'est tout à fait normal. Mais nous, on a pu profiter d'une gestion irresponsable de notre environnement, de nos écosystèmes, puis l'utilisation massive de combustibles fossiles pour nous enrichir. Et on doit les accompagner dans cette transition-là pour l'augmentation de leur qualité de vie, de leur niveau de vie, mais sans utiliser le même chemin que nous. Alors, c'est un peu injuste et c'est pour ça que le 100 milliards de transferts dont on parlait auparavant est tellement important, mais on sait aussi que ce 100 milliards, c'est une goutte d'eau dans l'océan. On doit en faire beaucoup plus et c'est vraiment une honte nationale qu'on n'a même pas atteint ce 100 milliards-là. Déjà, on est à 25 milliards de dollars en retard. On doit aussi avoir conscience que quand on quantifie les émissions de gaz à effet de serre par pays, il y a quelque chose d'assez hypocrite là-dedans. Parce que si la Chine est le plus grand producteur de gaz à effet de serre au monde, c'est en bonne partie parce qu'elle produit des biens que nous consommons. Alors, quand on produit un frigo en Chine puis que c'est un Canadien ou un Québécois qui l'achète, en fait, c'est une émission de gaz à effet de serre qui devrait nous être chargée à nous parce que c'est pour nous que ça a été produit. Alors, beaucoup de choses, effectivement, sur le transfert aux pays du Sud. Ici, chez nous, sur l'impact sur les communautés marginalisées ou les peuples autochtones, c'est un majeur dans notre approche, nous, au NPD. On a beaucoup de nos caucus qui sont des Premières Nations métisses ou Inuits, qui voient de leurs yeux l'impact que ça a sur les écosystèmes, sur la nature dans le nord de notre pays. Et on doit faire un effort considérable pour non seulement leur transférer des fonds pour être capable
d'abandonner leur dépendance au diesel, puis d'avoir une véritable autonomie avec des énergies renouvelables, mais surtout d'appliquer la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, c'est-à-dire d'en faire des partenaires majeurs sur chaque instance décisionnelle, sur le processus d'examen de nos projets, pour qu'il soit d'égal à égal, que les autorités autochtones puissent faire partie de la solution comme gardiens des terres et des lacs et des rivières, et leur savoir autochtone doit être inclus dans notre réflexion. Je sens que j'ai fini mon 2 minutes, malheureusement. Merci, Alexandre. Maintenant, ça va être Christina. Ça passe vite, 2 minutes. Bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir au lieu de bonjour parce qu'il est 22 heures à Glasgow et je salue les collègues je sais qu'il y en a qui sont partis aujourd'hui, peut-être qu'il y en a encore ici, mais c'était super intéressant de les voir à Glasgow. Et c'est une question tellement longue et tellement difficile à répondre, comme M. Boulris le disait. Mais moi, ce qui m'a frappé en arrivant à la COP26, c'est de voir à quel point il y a des grandes délégations de pays qui sont exportateurs, qui exploitent les hydrocarbures, qui explorent aussi des projets et qui ont facilement accès à des conférences mondiales comme la COP26, qu'il y a des lobbies pétroliers qui ont facilement accès à la COP26, alors que les petits pays, les pays insulaires, par exemple, qui, eux, sont les plus touchés par les changements climatiques et ceux qui produisent le moins de gaz à effet de serre, c'est eux qui ont de la difficulté à avoir accès à ces tribunes-là, c'est eux qui ont de la difficulté à faire valoir leurs points. Alors, moi, je vois une grande inéquité et ça nous montre que des pays comme le Canada ont un devoir d'exemplarité encore plus grand. Le Canada est le 4e pays producteur de pétrole au monde. Bien sûr qu'il y a une plus grande responsabilité par rapport à ça. Alors, je pense que je ne veux pas parler au nom du gouvernement, là, parce que, bien entendu, je suis dans l'opposition, mais je sais que c'est engagé et c'est tout à fait normal que les pays du Nord, justement, s'engagent avec du financement pour les pays qui sont peut-être encore en développement, qui sont peut-être plus en difficulté et qui, comme je le disais, produisent moins de gaz à effet de serre. Alors, on a ce devoir-là envers eux et j'assistais à des panels, je pense hier ou avant-hier, sur l'expertise des peuples autochtones chez nous, même au Canada. Souvent, on fait du fly-in, fly-out, excusez l'expression, avec des gens qu'on envoie, de l'expertise qu'on envoie sur un territoire ou dans une communauté et on le renvoie par la suite, alors qu'on pourrait clairement bénéficier de l'expertise autochtone ou des Premières Nations qui sont déjà présentes sur les territoires et de faire tout ça en collaboration et en collaboration, justement, ce travail-là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a des grandes attentes par rapport au Canada, justement, au Québec aussi, qui est un modèle qu'on pourrait exporter, qui est un modèle prometteur quand même en matière de bilan carbone ou de gestion des gaz à effet de serre ou d'énergie renouvelable, justement. Et là, le 2 minutes est trop court, mais je vais revenir. Toutes les autres personnes ont dit sur chacune des recommandations parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été dites. J'espère qu'on aura le temps pour en parler pendant la période des questions, mais voilà. Merci beaucoup. Ouais, je sais que c'est quelque chose de très complexe à parler. 2 minutes, c'est certainement pas assez. Donc, maintenant, on va voir la deuxième question qui est dirigée à Graham Carr et Sophie Dameau, puis ça va être posé par Stéphanie. Donc, Stéphanie, je te donne la parole. Merci. Donc, en fait, la deuxième question, c'est a 3 volets. Donc, quel est le rôle à jouer des universités dans l'enjeu climatique? Par exemple, dans le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles, comment les universités peuvent-elles être actrices de changement? Ensuite, qu'est-ce que les universités, en tant qu'actrices politiques, peuvent mettre en place comme plan réel qui répondent à l'urgence climatique qu'elles ont déclarée? Finalement, croyez-vous que l'éducation relative à l'environnement et l'éducation à la citoyenneté mondiale devraient figurer de façon transversale dans tous les curriculums de la petite enfance à l'université? Si oui, comment suggérez-vous faire avancer cette idée auprès des décideuses et décideurs? Donc, Graham Carr, je vous donne la parole. Merci Ashley. Je suis très heureux de représenter à l'Université Concordia aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je pense que les universités, en tant qu'institutions majeures, doivent agir comme leaders et organisations modèles, autant dans nos opérations quotidiennes que dans nos recherches et enseignements. Et quoique bon nombre d'entre elles, dans nos positions, ont été menées par nos étudiants et étudiantes, je peux vous dire que notre plan d'action détaillé en matière de durabilité a galvanisé
toute notre communauté universitaire. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Notre fondation a engagé à acquérir un portefeuille entièrement composé d'investissements durables d'ici 2025. Nous avons aussi émis une obligation durable pour le financement à hauteur de 63 millions de dollars de notre Carrefour des sciences appliquées qui a récemment reçu la certification LEED OR. Et de plus, hier, nous avons annoncé notre engagement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur nos campus de 55% d'ici 2030. Cette cible ambitieuse pour nous nous permettra d'accomplir les progrès nécessaires pour atteindre la carboneutralité dans notre vaste ensemble d'activités d'ici 2040. Et nous suivons notre plan d'action en matière de durabilité afin d'atteindre ces objectifs. Nous attachons également à jouer un rôle de leader dans le domaine de plus crucial de la durabilité numérique. Et hier, j'étais très fier que Concordia était parmi les établissements qui a joint à la campagne Les grands gestes menés par le Partenariat Climat Montréal afin de convaincre d'autres organisations à prendre des engagements plus ambitieux. Merci. Puis maintenant, Sophie D'Amour. Merci Ashley, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Graham, entre autres. Bonjour Sophie. Je pense que Graham a bien mis la table. Les universités, elles ont un rôle extrêmement important à jouer. D'abord, on a une responsabilité sociale, contribuer à éclairer la société par rapport à toutes sortes de grands risques et situations qui peuvent impacter de façon majeure la société, la planète, notre environnement. Et ça se fait à travers l'éducation et la recherche. Et il faut miser sur ces deux grandes forces-là en tout temps pour faire avancer la connaissance, mais avancer aussi une perspective plus globale. Et puis, la question précédente là, faisait référence à la fois à cette question d'empreinte carbone et de vulnérabilité. Et puis déjà là, ce regard, il appelle à des compétences qui sont différentes. Donc, mettre ensemble les expertises pour avoir un regard plus global sur les grands défis. En regard de l'investissement responsable et de la carboneutralité, je pense que les universités canadiennes, Graham en a fait l'État et nous comme université, on s'engage toutes résolument dans la voie de réduire notre empreinte, de réduire et d'avoir des investissements plus responsables. L'Université Laval, en 2015, est devenue carbone neutre pour tout ce qui concerne ses émissions directes. Et ça a été un moment important, je pense. On l'a fait de façon volontaire et puis je pense qu'on a influencé ou on a contribué par l'exemple à ce que d'autres emboîtent le pas. Évidemment, sur la question des investissements responsables, on avait, et là encore, on a la responsabilité d'écouter les étudiants et les étudiantes. Les étudiants de toute génération portent des idéaux. Ça, c'est constant dans les universités. Et ces étudiants et étudiantes, elles nous amènent à regarder l'avenir autrement et puis à poser des gestes qui sont significatifs par rapport à ça. Il y a quelques années, on avait un groupe militant qui demandait le désinvestissement à l'Université Laval et ils nous ont forcés à nous engager à avoir une méthode scientifique. Et puis aujourd'hui, on a annoncé récemment que dans notre portfolio d'investissement, on avait réussi à réduire d'abord l'empreinte de ce portefeuille-là de 42 %. Merci. Et si juste terminer, finaliser. Oui, je vais terminer. Et par le fait même de se désinvestir complètement. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des nouvelles façons de faire ce désinvestissement-là et qui permet une transition et un désinvestissement en même temps. Et je pense que les universités présentent des solutions de cette nature-là aussi. Merci Ashley de m'avoir donné. Merci Sophie D'Amour et Ramcar pour vos réponses.
Merci aussi de souligner l'effort des étudiants dans cette mobilisation au changement que l'université a entreprise. Donc, la dernière question de ce soir, ça va être posée par Émilie, puis va être dirigée à Émilise Lessard-Terrien, Rosa Galvez et Sylvain Gaudreau. Donc, je te donne la parole, Émilie. Merci. Donc, la question est en 2 volets. Sachant qu'il est minuit moins 1 et qu'il nous faut agir rapidement et radicalement pour faire face à l'urgence climatique, si vous étiez première ministre ou premier ministre, quelle serait la première action que vous mettriez en place aujourd'hui? Et deuxième volet, maintenant que le feu brûle, comment est-ce que les politiciens et les politiciennes peuvent faire pour travailler en concertation et mettre de côté la partisanerie afin de répondre d'une manière juste, structurelle et rapide à la crise climatique? Merci pour la question, Émilie. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous ce soir pour moi aussi parce que je suis encore en direct de l'Écosse. En fait, j'aimerais rappeler que l'année dernière, l'Assemblée nationale a adopté une motion à l'unanimité pour reconnaître l'urgence climatique, mais on n'agit pas en ce moment comme si on était en situation d'urgence climatique. Donc, si j'étais première ministre demain matin, je m'assurerais qu'on agisse dans un contexte d'urgence climatique. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est peut-être pas les mesures les plus glamour, j'ai envie de dire, mais il faut nécessairement agir sur les mécanismes de gouvernance pour s'assurer qu'on a des règles, un encadrement légal au Québec qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ça passe par quoi? Ça passe par une loi climat, ça passe par un budget carbone, ça passe par rehausser la cible pour limiter le changement climatique, le réchauffement climatique, à 1,5 degré. Ça passe par une mobilisation de la population. Et moi, j'ai envie de dire, par une redistribution des pouvoirs, une décentralisation des pouvoirs pour s'assurer que les communautés soient impliquées et se mettent en marche localement en ayant un pouvoir d'action sur leur milieu. J'aimerais revenir sur la cible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. On en a beaucoup parlé à la COP26 dans les derniers jours, puis on a beaucoup questionné, en fait, le réalisme d'atteindre cette cible-là. Et moi, j'ai envie de dire, les moyens pour atteindre la cible, ils ne sont pas scientifiques, ils sont éminemment politiques. Alors, les politiciens ont des choix à faire pour atteindre cette cible-là, puis en ce moment, elle est irréaliste que si on considère cette cible-là, en fait, dans le mode de production puis dans le système dans lequel on est en ce moment. Si on ne remet pas en question ce système-là de production et de consommation, bien, la cible, elle va toujours rester irréaliste. C'est là-dessus qu'il faut agir. Et si j'étais première ministre demain matin, c'est ce que je ferais. Merci. Merci, Émilie, pour ton intervention. Maintenant, Rosa Galvez. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Peut-être dire qu'au Parlement, au dernier Parlement, je supportais une loi pour descendre l'âge de vote à 16 ans parce que je pense que les jeunes sont assez matures pour savoir qu'est-ce que ça prend pour leur donner un futur qu'ils méritent. Comme sénatrice, j'ai plusieurs projets de loi que je soumettrai sous peu pour l'étude au Parlement et que j'estime que sont urgents pour faire face à la crise climatique. Par exemple, je sais que les actions volontaires proposées par le secteur des finances visent plus à protéger le système financier du climat qu'à protéger l'environnement des mauvaises décisions financières. Ce qui est la véritable urgence est d'une loi fédérale robuste qui irait bien au-delà de la divulgation des risques climatiques. Aussi, il faut stopper le gaspillage de ressources, d'énergie et de produits manufacturés, plastiques ou électroniques, car ceux-ci créent des milliards de tonnes de déchets. Pensons au bien que ça ferait d'abolir l'obsolescence programmée, d'arrêter le gaspillage alimentaire ou faire disparaître la grande somme de déchets plastiques flottant sur l'océan Pacifique. J'étais marraine de la loi de carbone neutralité 2050 et je sais que ça n'avait pas trop loin.
On a mis des amendements afin d'essayer d'en arriver à la carbone neutralité avant 2050 le plus tôt possible. Mais une chose que je ne peux pas faire comme sénatrice, mais que comme Premier ministre on peut faire, c'est de proposer des lois qui augmentent les taxes ou qui stoppent les subventions stériles au secteur du pétrole, des gaz, qui concorde avec ce que vous avez parlé tantôt. La disparité des impacts environnementaux suit la même projection que les inégalités économiques. Les 1% les plus riches du monde sont responsables du double des émissions de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. L'analyse du style de vie de 20 milliardaires a démontré qu'ils produisent en moyenne 8 000 tonnes de CO2, soit 3 500 fois leur juste part d'un budget carbone nécessaire pour ne pas excéder une hausse de température de 1,5 degrés. Notre survie dépend d'une déconcentration de la richesse extrême, en commençant par une taxe progressive des ultra-riches et de leurs émissions de gaz à effet de serre qui sont démesurées. D'autre part, on doit éliminer, comme on a bien dit avant, les subventions au secteur des énergies fossiles. À chaque année, le Canada accorde entre 5 et 10 milliards de dollars à ce secteur qui fait reculer nos avances vers une économie faible en carbone. C'est illogique, c'est contre-productif. Ça cause une distorsion du libre marché et cela envoie un mauvais signal aux corporations responsables. L'affectation de tous ces fonds vers des programmes de mitigation et d'adaptation à la crise climatique serait plus cohérente et effective. C'est pour cette raison-là que le Canada n'a pu atteindre ses engagements internationaux comme celui de Rio, Kyoto, Copenhague. Ailleurs dans le monde, il y a des modèles de gouvernance. Juste finaliser, s'il vous plaît, Madame la sénatrice. Finalement, je ferai que toutes les décisions gouvernementales passent par le crible d'un test climatique rigoureux. Ceci résulterait à encourager les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la transition juste des travailleurs et communautés affectés par la transition et la réussite de notre réconciliation avec les peuples autochtones qui sont souvent les derniers défenseurs de notre environnement et à qui on leur doit tant. Merci. Merci, Mme Rosa Galvez. Donc, juste avant de donner parole à Sylvain Gaudreault, je voudrais juste vous inviter, si jamais vous avez des questions, on va avoir une petite période de questions, vous pouvez commencer à les mettre sur le chat. On va peut-être avoir le temps de une ou deux questions du public ou même les panélistes si vous avez des questions, donc mettez-les sur le chat. Donc, maintenant, je donne parole à Sylvain Gaudreault. Oui, alors, bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Je débarque tout juste de Glasgow de mon côté. Alors, je ne suis pas trop cerné, j'en suis heureux. Si j'étais premier ministre, c'est pas compliqué. Là, demain matin, je prendrais la responsabilité du climat. Je pense que ça doit relever du premier ministre. Comme on a vu le premier ministre faire des conférences de presse à tous les jours avec la COVID, je pense que c'est du même niveau d'urgence. Il faut que le premier ministre soit responsable du climat. Le lendemain matin, je ferai un énorme discours avec 6 actions qui seraient mises en place dans les 100 premiers jours. D'abord, je dirais fin à la folie du 3e lien. Deuxièmement, j'ouvrirai un débat sur la hausse des cibles de réduction de gaz à effet de serre sur le principe de la juste part du Québec. Troisièmement, je nommerai un ministre de l'adaptation au changement climatique pour financer l'adaptation au changement climatique dans toutes les régions et surtout pour garantir le maintien de nos infrastructures qui sont touchées par les changements climatiques. Quatrièmement, c'est-à-dire j'adopterai un bonus-malus ou une redevance remise sur les véhicules, les SUV par exemple, pour soutenir l'achat de véhicules moins émetteurs ou des véhicules électriques. Cinquièmement, je ferai adopter un budget carbone à travers la loi sur le respect des obligations climatiques, pareil à celle que j'ai déjà déposée en février 2019. Et sixièmement, je ferai adopter une loi sur la transition juste pour s'assurer que l'impact des changements climatiques sur le marché du travail chez les travailleurs qui sont touchés par la transition juste ne relève pas que des travailleurs. C'est une responsabilité collective. Alors, je ferai adopter cette loi-là dans les 100 premiers jours. Ça serait mon plan de match. Maintenant, pour le deuxième volet de la question, c'est comment faire en sorte que les politiciens travaillent.
ensemble, ben, je pense que ce soir, ce que vous faites est déjà un premier pas extrêmement enrichissant parce que vous en avez plusieurs autour de j'allais dire autour de la table, mais autour de l'écran de différents partis. Mais plus que ça, quand je vous ai dit tout à l'heure que le rehaussement des cibles, moi, je convoquerais, au Québec, on est habitué de faire ça, hein, historiquement, comme des grands rassemblements, là, des sommets. On en a fait un sur le déficit zéro. On en a fait un après la grève étudiante de 2012. Alors, je pense que pour mobiliser la population, dans le plus grand défi d'une génération, qui est celui de lutter contre la crise climatique, il faut que ça soit partagé par tout le monde. Mais le principe incontournable, c'est juste part du Québec. Et là, on s'assoit tout le monde autour de la table, employeurs, syndicats, travailleurs, Premières Nations, hommes, femmes, et on se donne ce projet de société pour que le Québec soit le leader à travers la planète sur la lutte contre les changements climatiques. Alors voilà, ce serait quoi ma vision, moi, comme Premier ministre. Merci pour votre intervention. Donc maintenant, si vous voulez poser des questions, vous voulez rebondir sur quelque chose qui a été dit, que vous voulez, vous pouvez l'inscrire sur le chat. Donc, je vois ici comment les universités, en termes d'actions concrètes et de plans détails, pourraient agir pour répondre à l'urgence climatique qu'elles ont d'ailleurs majoritairement connue. Donc, peut-être, je voudrais rebondir sur la question qui a déjà été posée. Peut-être Graham Carr ou Sophie Damour, vous pouvez prendre parole. Je peux commencer. Je pense que j'ai déjà énuméré plusieurs actions concrètes qu'on a prises, mais je pense qu'il y a un autre élément, parce qu'il y a un élément de la question au précédent à laquelle je n'ai pas répondu, c'est l'importance d'enseignement et, comme Sophie a dit, de valoriser la recherche dans le milieu universitaire. Mais je pense aussi que comme grande organisation, comme grande institution, comme l'Université Laval, comme l'Université Concordia, on a une autre responsabilité. Et ça c'est comme établissement de démontrer notre engagement avec ces enjeux. Alors, pour moi, oui, c'est évident que les questions de durabilité, les questions environnementales, etc., c'est très important à discuter dans nos classes. C'est un objet clé de nos recherches. Mais il faut que nous-mêmes, on valorise la propre recherche qu'on fait chez nous en démontrant qu'est-ce qu'un grand établissement peut faire pour s'adresser directement à ces enjeux dans nos actions de finances, dans nos opérations, dans nos services, dans nos liens avec nos fournisseurs, etc. Merci. Donc, Sophie, si vous pouvez brièvement donner une intervention. Oui, ben, j'ajouterais, j'irais dans le sens de la fin de la question, là, qui apporte quand même une perspective qui, je crois, est très intéressante. C'est vraiment les universités, on doit continuer puis animer, soutenir les initiatives étudiantes. C'est des opportunités très importantes pour développer cette éducation plus transversale. Soutenir aussi le travail en équipe, puis les formations qui sont axées sur le défi de la lutte au changement climatique. Des programmes comme les chantiers d'avenir qu'on a déployés à l'Université Laval sont des bons exemples de type de programme où on peut unir la recherche, l'éducation et cet engagement étudiant envers des solutions. Puis je dirais aussi lier les forces, c'est-à-dire faire en sorte que autant les forces en technologie que les forces en géopolitique, les forces en études environnementales et en effet, je dirais, injustice sociale, que ces forces-là se rencontrent, puis il n'y a pas meilleur milieu pour faire en sorte que ces forces-là se rencontrent que dans les universités. Et c'est là qu'on peut trouver des solutions qui sont possibles et efficaces parce qu'elles ont cette perspective plus globale. Donc ça fait partie, je pense, du rôle et on le fait, mais il faut le faire mieux, je pense, dans les universités. Merci. Donc maintenant, l'intervention de Anne Martinez. C'est pour M. Boulris. Vous avez dit que tout à l'heure que la Chine pollue, mais le problème reste également que nous contribuons à cela en générant la demande qui aboutit à cette production. Je suis d'accord avec vous. Il semble que nous abordons le problème de la mauvaise façon et nous comportons comme si les émissions de gaz à effet de serre avaient un passeport.
Nous prenons des mesures nationales comme des taxes carbone, mais cela n'est pas suffisant. Donc maintenant, la question, quels mécanismes, en dehors de la coopération internationale limitée entre gouvernements, peuvent exister? Comment le gouvernement peut non seulement donner plus de place à la société civile au sein de leur pays en leur écoutant et favorisant leur participation, mais pour favoriser une coopération civile de façon transnationale. Donc, je vous donne la parole, M. Boulray. Très vaste question, encore une fois. Je pense que cette coopération internationale-là, elle est absolument nécessaire et des exercices comme ceux qu'on a vus de la COP26 sont incontournables. Et il y a une grande participation de sociétés civiles puis d'organismes environnementaux. C'était absolument essentiel, mais je pense qu'on devrait se doter également de grands chantiers au Québec puis au Canada pour être beaucoup plus sérieux dans notre plan d'action, pour être capable d'atteindre nos cibles. Nous autres, au NPD, on proposait, entre autres, avoir un bureau sur la justice climatique qui serait associé au bureau du premier ministre fédéral. Ce serait un pas dans la bonne direction. Mais je vous dirais, sur les hausses des ambitions, il faut se méfier un petit peu de discours qui est trop uniquement axé là-dessus. Je me rappelle, le printemps dernier, le gouvernement fédéral, au début, une semaine, c'était 30 % de diminution de gaz à effet de serre pour 2030. La semaine d'après, c'était 38 %. Puis la semaine suivante, c'était entre 40 et 45 %. Mais sans qu'il y ait eu aucune mesure qui a été annoncée pour supporter ce changement-là, sans qu'il y ait eu rien de concret, alors qu'il faut vraiment être capable de s'asseoir tout le monde ensemble, le secteur économique, universitaire, la société civile, les gouvernements, pour avoir un plan sur une transition juste. Effectivement, les communautés autochtones doivent être au cœur de ça, mais également aussi la formation des travailleurs et des travailleuses pour être capable de faciliter le transfert vers une production plus sobre. Et j'aime beaucoup aimer cette idée-là, tantôt, de sobriété, mais également une production vers les énergies renouvelables. Malheureusement, malgré les beaux discours, on apprenait récemment qu'au fédéral, on investit 4,5 fois plus dans les énergies fossiles que dans les énergies renouvelables. Il faut absolument inverser ça. Et entre autres, ça passe par la fin des subventions aux compagnies gazières et pétrolières qui, malheureusement, continuent d'augmenter. Merci, M. Boulris, pour votre réponse. Puis maintenant, on va finaliser aussi. On a une autre question par Lilou. Avec la course à la croissance, à la production et à la consommation, qui nous a menés dans l'urgence où nous sommes aujourd'hui, une question se pose. Cette question transparaît comme primordiale et comme sous-entendue dans beaucoup des recommandations qui ont été écrites par la délégation. Comment arriver à remplacer nos processus de décision à grande échelle pour systématiquement prioriser l'environnement et le social à l'économie, ou bien pour faire de l'économie, comme des nombreuses recommandations financent de notre plaidoyer, un outil de la transition sans autre but que d'améliorer les conditions humaines et environnementales. Donc, je ne sais pas qui voudrait prendre parole vu qu'elle ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Je peux commencer? Oui, bien sûr. Alors, je constate que nous avons tous à peu près un consensus au niveau de qu'est-ce qu'on doit faire. Et si vous regardez les différentes plateformes des partis et des gouvernements, ils se trouvent là. Mais on n'avance pas et les promesses ne s'implémentent pas parce qu'il n'y a pas une rendition des comptes et il n'y en a pas assez de transparence. Et donc, dans tous les plaidoyers que l'on fait, il faut absolument demander d'avoir un système rigide démocratique qui nous permet de faire la demande de la rendition des comptes et l'atteinte des objectifs. Alors, effectivement, la planète est des ressources finies, puis les modèles socio-économiques sont des modèles à l'infini, de consommation à l'infini. Donc, il y a une incohérence. Si nous, les êtres humains, on peut changer quelque chose, c'est notre modèle socio-économique, mais on ne pourra pas changer les lois de la gravité ou les lois biologiques ou les lois géochimiques qui gouvernent les planètes. Donc, il y a 9 systèmes, puis nous, on a déjà réglé 4. Le seul modèle que l'on peut changer, c'est le modèle socio-économique et on doit démocratiquement demander la rendition des comptes. Merci. Donc, Émilise, si tu peux donner brièvement. Oui, brièvement, en fait, de développer le réflexe climat comme il existe déjà au moment où il y a un projet de loi qui est déposé, il y a l'analyse d'impact réglementaire ou encore on a d'autres outils comme l'analyse différenciée selon les sexes pour
pour savoir, dans le fond, la prochaine loi qui va être votée, elle va voir comment est-ce qu'elle va impacter les différents secteurs de la société, mais d'avoir cette analyse-là précisément pour le climat, pour s'assurer que les décisions qu'on prend ne se font pas sur le dos du climat. Ça, je pense que c'est un outil réglementaire qui pourrait définitivement être très utile. Parfait, merci. Donc, brièvement, Sylvain, une parole. Oui, je pense que la meilleure chose à faire, c'est la participation citoyenne à toutes les instances pour que la question du climat devienne l'enjeu, la question de l'urne, là, comme on dit. On sort d'élections municipales où on doit se questionner sur le faible taux de participation. Alors, si on avait eu une participation beaucoup plus élevée aux élections municipales, puis il faut que ça soit vrai aussi aux élections du Québec, aux élections fédérales, où les jeunes en particulier, demandent des interventions à tous les paliers de gouvernement sur le climat. Je pense que ça changera les choses. Et également, puis je termine là-dessus, il faut recréer des instances régionales. La question climatique, elle touche l'ensemble du territoire du Québec. Moi, je viens d'une région qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'a plus d'instances de concertation régionale et il faut qu'elles reviennent pour qu'on puisse se donner des plans climat par région en impliquant les gens sur le terrain directement, notamment les jeunes, qui n'ont plus d'instance non plus. Le Conseil permanent de la jeunesse au Québec, ça n'existe plus, là. Donc, il faut revenir avec des instances de ce type. Parfait, merci. Puis maintenant, Christina Michaud. Je pense que M. Boulris avait levé la main avant moi, mais je vais me permettre d'y aller avant lui quand même. Mais d'impliquer la population, c'est clair que c'est une solution, mais je pense qu'on a déjà les mécanismes en place et Sylvain a abordé les élections municipales et je ne le voyais pas de ce côté-là, mais il a tout à fait raison. C'est un levier qu'on a en tant que population d'aller faire entendre notre voix, de choisir des gens. Et là, je vois les élus qui sont ici ce soir, Sylvain, Émilise, Alexandre et moi, je pense qu'on est des gens qui sont drivés par nos convictions et environnementalistes, je dirais, on est tous vraiment conscientisés sur ce niveau-là. Alors, de faire entendre notre voix, d'engager des gens, et je vois de nombreuses femmes, de nombreux jeunes qui ont été élus aux dernières élections municipales, c'est bien, des gens qui veulent s'engager, qui veulent participer à ces paliers-là, mais surtout d'aller faire entendre notre voix. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut changer les choses. Donc ça, c'est certainement des choses qui existent déjà, mais de travailler en équipe aussi et de laisser un petit peu la partisanerie de côté. Je pense que, comme Mme Galvez le disait, on les connaît toutes les solutions et c'est ce qu'on a passé notre semaine à faire, à parler entre nous et à se dire, moi aussi, j'avais cette idée-là, puis on a les mêmes intérêts, puis on veut travailler dans le même sens, mais pourquoi on ne se met pas ensemble pour le faire? Donc, ça existe déjà, mais comme disait Sylvain, il y a d'autres instances qu'on pourrait ramener certainement au niveau régional, au niveau local. Et je parlais avec Iter ce matin qui disait, dans des villes, il y aurait, ou dans des villages où c'est plus difficile de mettre des choses en place, on pourrait en faire. Et les conseils municipaux ont beaucoup de champs d'action quand même. Alors, de mettre ça en action, comme on dit, ça pourrait être très bénéfique. Merci beaucoup. Et maintenant, pour le dernier mot, brièvement, Alexandre Boulris. Désolée, j'essayais de t'échanger entre les genres. Oui, c'est ce que j'avais compris. C'est très bien, on fait ça nous autres aussi. Merci, Ashley. Deux choses, je vais faire du pouce sur ce que Mme Galvez a dit et sur le fait que la planète est finie avec des ressources qui sont limitées également. Et moi, ça me fait penser qu'il faut qu'on revoie d'abord et avant tout notre notion de croissance. La notion de croissance économique est basée sur un développement industriel du 19e siècle. Il n'est pas adapté du tout à la situation actuelle. Alors, il faut changer nos mentalités. Sur le fait de travailler ensemble, et là, je fais un clin d'œil à Christina là-dessus, on est dans un gouvernement minoritaire à Ottawa. Officiellement, si on regarde les programmes des partis, comme a dit Mme la sénatrice, on a une majorité de députés qui sont pro-climat. Alors, on verra combien de temps va durer ce Parlement-là, mais je pense qu'avec nos amis du Bloc québécois, peut-être certains libéraux puis les néo-démocrates, on pourrait faire avancer des choses. C'est mon espoir. Donc, merci beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres interventions, mais là, on va devoir finaliser. Donc, j'ai quelques mots de fin. Donc, premièrement, je vous invite vraiment à remplir le bouton de doléance de l'Écotech. Ils vont insérer encore peut-être, si tu pourrais insérer encore le lien, parfait. Donc, vraiment, je vous invite à aller le remplir. C'est vraiment important de participer à des récoltes comme celle-ci qui est en train de faire par l'Écotech. C'est vraiment le fun. Puis aussi, je vous invite à partager au public, à vraiment partager le plaidoyer. Je pense que aussi on a mis le plaidoyer
Donc, je vous invite à le partager. Et finalement, aux personnes décisionnaires qui sont présentes ce soir, de le partager, le plaidoyer également avec vos collègues. Ça serait vraiment quelque chose d'important de le faire, non seulement pour amplifier la voix des jeunes et les membres de la société civile, mais aussi pour finalement, on vous invite aussi peut-être à inviter la délégation à continuer cette conversation et rencontrer vos chefs de parti. C'est également quelque chose qu'on serait très ravis de voir par la suite. Donc, merci beaucoup, non seulement aux décideurs que vous êtes venus ce soir, vraiment, le travail de venir écouter la société, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, très important. Je remercie aussi les membres de délégation. Je sais qu'il y avait d'autres questions. Malheureusement, on n'a pas pu tout aller, mais merci beaucoup pour le fort effort de 2 semaines de beaucoup de travail, et aux organisatrices et organisateurs de l'Écotech et Oxfam Québec qui nous ont organisé cet événement ce soir. Merci beaucoup.